Le journal Culture et Spectacle, c'est sur Radio Parole de Vie. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Dans votre journal Culture et Spectacle, nous avons le plaisir d'être aux côtés de l'écrivain Yaya Bialaskri. Bonjour. Bonjour. C'est une joie, un honneur d'être avec vous. Vous êtes venu à Saint-Malo, vous nous rappelez dans quel contexte ? Alors, c'était une joie déjà pour moi de venir à Saint-Malo parce que j'ai l'habitude de venir pour Étonnant Voyageur. Et pour la première fois, c'est pas dans le cadre d'Étonnant Voyageur, c'est l'Ancre Malouine, cette association club de lecture formée par des femmes d'exception qui m'a fait appel. Et j'avoue que je suis très heureux parce que le nombre de lycéens qu'il y avait tout à l'heure à cette rencontre, c'était remarquable. Oui, et vous avez été impressionné par leur silence, par leur intérêt ? Par leur discipline, par leur bienveillance et leur intérêt, effectivement, par les questions très pertinentes qu'ils posaient, par exemple, sur l'étranger, l'œuvre de Camus, sur moi et le rapport avec Camus, sur Camus et l'Algérie. Vraiment des questions très pertinentes, très fouillées, très intéressantes. Et puis un super bon public, parce que, je le redis, ils étaient vraiment très disciplinés, très sérieux. Alors, Yaya Bialaskri, vous êtes né à Oran, en Algérie. Quels souvenirs conservez-vous de votre enfance ? Là, mon enfance, c'est un peu particulier parce que moi, je suis né avant la guerre d'Algérie. Et donc, quand la guerre d'Algérie arrive, je suis enfant et je vis mon enfance dans la guerre d'Algérie. Donc, le souvenir que j'ai, c'est les barbelés et les bottes des militaires, malheureusement. Mais je n'ai pas d'autres, peut-être des atrocités que j'ai dû voir enfant, il me semble, des images comme ça. Mais mon enfance, c'est ça, c'est la pauvreté et les barbelés. Quelle profession exerçait votre papa ? Mon père était mécanicien à l'établissement régional militaire français. Donc, parce que j'ai la particularité d'être né chez un père qui était déjà vieux. Il faisait encore des enfants à son âge. Donc, il travaillait à l'établissement militaire français, à Oran, comme mécanicien. Et donc, j'ai l'habitude de le voir tous les matins aller au travail. Quand j'étais tout petit, après, très vite, il est parti à la retraite. Donc, je le voyais tout le temps à la maison. Alors, vous avez des frères et sœurs ? Oui, nous sommes 8. Je suis l'avant-dernier. Et nous, 4 sœurs, 4 frères. Donc maintenant, il en reste quelques-uns parce que les autres sont morts, puisque 6 étaient plus grands que moi. Donc il y en a encore. Nous sommes encore 4, voilà, en vie. Alors, Yaya Bialaskri, vous avez fait des études de sociologie. Pourquoi avoir choisi cette branche au départ ? Parce qu'à l'époque, nous sommes en Algérie post-indépendance et donc les universités proposaient les sciences humaines. Pour nous, les sciences humaines expliquaient un peu la société, expliquaient un peu. Et c'était la construction d'une Algérie nouvelle. Donc, après, on en est revenu du rêve. Bon, ça fait rien, mais on y croyait. Et donc, c'était tout à fait normal, disons, logique que j'aille vers les sciences humaines parce que je voulais étudier ma société, proposer des solutions pour avancer, notamment la question de l'égalité des femmes, la question de la place des pauvres et tout ça. Donc, on est revenu de tout cela. Mais c'est ça qui nous a amenés parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'études de philosophie. J'aurais voulu faire philo, mais j'ai fait sociologie parce que c'est ce qu'on faisait à l'époque. Alors, quels souvenirs vous gardez de vos années passées à l'université lorsque vous étiez étudiant ? Magique. C'était des années extraordinaires, les années 70 en Algérie. Et à l'université, on se permettait tout, on discutait de tout, absolument tout. Et on remettait en question le pouvoir de manière violente dans violente dans les paroles. Mais déjà, les islamistes étaient là et ils nous pourchassaient. Ils sont arrivés très tôt, ceux-là. Déjà, ils commençaient, mais il y avait des bagarres de temps en temps. Mais en tout cas, c'était des moments de grande discussion, de grands débats. Je me rappelle, une fois, on a reçu Jean Sénac, le poète algérien. Et je me rappelle que j'avais été très méchant avec lui en disant qu'il était le suppôt du pouvoir de Boumedienne et tout ça. C'était injuste, ce que je lui avais dit. C'est un immense poète. Quand il est mort, je l'ai pleuré, bien sûr. Mais j'avais rencontré Kateb Yassine, le poète algérien, rencontré plein de monde. Donc, c'était bouillonnant. Il y avait des partis d'opposition, d'extrême gauche, les trotskistes, les maoïstes. Oh là là, tout ça dans la clandestinité, mais nous, on le connaissait. Et donc, il y avait vraiment un bouillonnement. Alors ensuite, Yaya Bialaskri, vous êtes responsable de ressources humaines dans plusieurs entreprises algériennes. Que vous apportez cette expérience ? C'est une expérience humaine importante puisque je m'occupais des ressources humaines, donc c'est le contact avec des femmes et des hommes qui travaillent dans une entreprise. Gérer les ressources humaines, gérer les hommes et les femmes, c'est pas facile. Et dans le contexte de l'époque, c'était pas facile parce que c'était, disons, période socialiste en Algérie comme en URSS. Et donc c'était un peu particulier, c'est-à-dire que
Il n'y avait pas beaucoup de liberté dans la gestion des ressources humaines. C'était un cadre étriqué. Et c'est pour ça que je suis parti à un moment donné. Mais c'était passionnant en même temps. Alors après, vous vous tournez vers le journalisme et quel regard vous portez sur le métier ? Par rapport à aujourd'hui, il a beaucoup changé aujourd'hui, le métier. C'est devenu quelque chose que je ne connais pas. Le métier, moi, à l'époque, je ne dis pas que l'éthique n'existait pas, elle existe encore. Mais quand on voit les grands médias, on dirait qu'il n'y a pas d'éthique. Dès qu'on a une information, on la sort sans la vérifier, tout ça. C'est pas tous les médias, je le répète encore. Mais les grands médias qui nous abreuvent d'informations, et puis quelques jours après, on nous dit non, c'est trompé, c'est pas ça. Mais il a beaucoup changé, ça s'est numérisé, ça s'est modernisé, et tant mieux. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Internet, c'est autre chose. Tout le monde peut donner une information, même si elle est fausse. Mais il reste encore, heureusement, des femmes et des hommes qui font le journalisme comme il se doit, avec beaucoup de discipline, avec la déontologie qu'il faut, et heureusement. Mais le métier a beaucoup changé. À l'époque, on travaillait avec un agra, c'était lourd pour nos épaules. Et donc, quand même, c'était passionnant. Ça l'est encore. Mais bon, il faut être dans un journal ou une radio associative pour pouvoir faire du bon travail, je crois, aujourd'hui. Merci pour nous. Alors, un an après les émeutes d'octobre 1988, à Yaya Bel-Escrit, vous décidez de vous installer en France. Comment est-ce que vous avez vécu cette arrivée en France ? C'est-à-dire que partir, c'était déjà un problème. C'était difficile, c'était dramatique de quitter. Parce que j'étais marié, j'avais des enfants déjà. J'avais mes 3 enfants. Et donc partir comme ça, changer de vie, c'était pas évident. C'est dramatique. Mais l'arrivée en France s'est faite bien, tranquillement. J'ai tout de suite trouvé des gens qui m'ont tendu la main. Et puis par la suite, comme tout le monde, je veux dire, quand on arrive quelque part, quand on n'est pas de cet endroit-là, il faut s'adapter, il faut un temps. J'ai pas eu de problème pour les papiers, aucun. À ce moment-là, quand je suis arrivé en 1989, je n'ai eu aucun problème pour avoir ma carte de résidence, non. J'ai pas connu ce genre de problème. Je connais le problème que connaissent tous les gens qui arrivent qui montent de sa province vers Paris, qui cherchent du travail, des choses comme ça. Donc, il faut un temps pour se faire connaître, il faut un temps pour que les gens sachent si vous êtes compétent ou pas, vous fassent confiance ou pas. Donc, comme tout le monde. Mais c'est le départ qui était difficile, qui était problématique. Et puis donc, dans un premier temps, mon épouse et mes enfants n'étaient pas avec moi. C'est par la suite qu'ils sont venus 3 ans après ou 3 ans et demi après. Donc cette période de 3 ans et demi seul, c'était un peu difficile. Vous êtes adapté ? Oh mais bien entendu, vous savez, pour un Algérien, arriver en France, c'est la porte à côté. Nous sommes très proches culturellement, donc l'Algérie était française en 132 ans, donc culturellement on est très proches, par la langue bien entendu, par l'histoire, très mêlée. Et puis, bien entendu, par tout ce que la question des droits de l'homme, la question des libertés, tout ça, donc tout nous rapproche de la France. Et c'était évident que j'aille en France et non pas aux États-Unis ou ailleurs. Alors vous, Yaya Bel-Escrit, vous plaidez d'ailleurs pour un accueil bienveillant des personnes qui arrivent sur le sol français, hein ? Oui, je suis sur n'importe quel sol, pas simplement un sol français. Quand les subsahariens arrivent en Algérie, je veux qu'on les reçoive avec bienveillance. Parce que souvent, ils sont mal reçus en Algérie ou au Maroc. C'est la même chose. Je crois que l'autre, quand il arrive quelque part et qu'il quitte chez lui, c'est déjà un drame, c'est déjà une tragédie. Et c'est au péril de sa vie. Et quand il arrive, on va tout de suite le mettre dans un centre de rétention et puis après on le renvoie. C'est insupportable. Déjà, considérer qu'il est fatigué, qu'il est épuisé, le recevoir gentiment, lui dire, eh bien, reposez-vous, savez-vous, on ne pourra peut-être pas vous garder, parce qu'on n'a pas les moyens, mais en tout cas, reposez-vous. Au moins la bienveillance, au moins le regard humain imposé sur l'autre, parce que ça peut être nous aussi. Je crois que dans ce monde aujourd'hui, la gentillesse est devenue quelque chose de niais, quelque chose de dépassé. Quand on dit gentil, on rigole. Je crois que la gentillesse est très important et la bienveillance. Je crois que c'est très important aujourd'hui de regarder l'autre sans animosité, sans croire qu'il va nous enlever notre pain. Mais dès qu'il nous ressemble, qu'il connaît un moment dur et qu'il est là, si je peux faire quelque chose pour lui, je le fais. Si je ne peux pas, je lui dis. Et voilà, je veux dire, bien entendu, je ne suis pas naïf au point de penser qu'on peut ouvrir les frontières. C'est pas possible ça. Je parle juste de l'accueil, juste comment accueillir l'autre quand il arrive, épuisé, malade ou fatigué ou désespéré, qu'on l'accueille bien. Alors, Yaya Bel-Escrit, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, des romans, parce que vous dites que le roman, il permet tout. Absolument, on permet le roman, heureusement. Dans le roman, vous pouvez tout dire, parce qu'à ce moment-là, c'est une création, c'est l'imaginaire.
Donc vous pouvez transgresser tout. Mais je pourrais aussi bien parler de la religion, parler de Dieu, parler de ce que j'ai envie. Personne ne me met de limite. C'est ma création. Donc c'est quelque chose de fantastique, le roman. Et le roman, comme le dit si bien Michel Lebris, le mensonge, c'est pas la réalité. C'est entre les deux, sur le fil comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est l'imaginaire. Et à ce moment-là, je peux m'emparer de tout. Je peux m'emparer même du prophète Mohammed et parler de lui. Pourquoi pas ? Je peux m'emparer de tout. Ça a été fait. Donc c'est ça, c'est cette liberté extraordinaire qu'offre le roman, qu'on ne retrouve pas dans un autre domaine d'ailleurs. Alors, on peut citer Une longue nuit d'absence, notamment ? Oui, Une longue nuit d'absence, c'est l'histoire. Je me suis emparé de l'histoire des républicains espagnols à la défaite en 1939 qui vont partir. Un très grand nombre vers la France, mais d'autres vers le sud de la Méditerranée, notamment en Algérie et à Oran, ma ville natale, où ils sont arrivés près de 8000. Et donc j'avais envie que dans ce roman, que Oran soit vu par quelqu'un qui vient d'ailleurs et donc qui va nous donner sa vision de la ville d'Oran des années 40, 50, 60, et en plus les républicains espagnols. Et puis parce que j'aime l'Espagne, et puis parce que j'ai une tendresse infinie pour tous ceux qui se battent pour la liberté, donc les républicains espagnols, donc parce que je suis algérien, mais je me sens espagnol, je me sens français, je me suis senti américain quand il y a eu le World Trade Center, je me suis senti espagnol quand il y a eu les attentats à Madrid, à la gare d'Atocha, je me sens de tous les hommes, moi. Et donc, l'Espagne, bien sûr, mais tout le reste. Alors il y a eu aussi bien sûr des essais comme Pourquoi Camus ? Pourquoi Camus ? J'ai participé à cet ouvrage collectif sur Camus. Pourquoi Camus nous parle aujourd'hui ? Pourquoi Camus est encore vivant aujourd'hui avec nous par ses positions ? Et c'était à l'occasion du centenaire de la naissance de Camus. Et c'est important, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui ici parler d'Albert Camus, parce qu'Albert Camus nous parle encore. Parce qu'aujourd'hui, le monde qui est brutal aujourd'hui nous interroge. Et Camus nous donne des clés pour nous interroger sur cette brutalité, cette violence du monde. Et puis alors, on peut aussi citer des nouvelles telles que Blanc et Noir. Oui, c'est une nouvelle assez particulière, elle est violente cette nouvelle. C'était aux éditions Lattès, on demandait à Abdelrahman Wabiri de faire un ouvrage collectif sur le football à l'occasion de la Coupe du Monde en 2012, je crois, non en 2010. Et donc il a demandé à des écrivains, dont moi d'écrire. Je n'allais pas parler de football, donc le prétexte c'est le football, mais pour parler de la violence qui se déchaîne. Et là j'avais comme matériau ce qui s'est passé entre l'Algérie et l'Égypte. Et que je trouvais incroyable, sidérant, parce que inhumain, parce que gratuit, parce que qu'est-ce que c'est que toute cette violence à cause d'un match de foot ? Et donc j'ai écrit ce texte qui est très dur, c'est vrai, mais apparemment il a plu. Voilà, citons pour terminer des sujets qui reviennent souvent dans votre œuvre, Yahya Bel-Askri, à savoir la reconstruction d'un individu, l'intégrité fondamentale de l'individu, le beau face à l'horreur, là vous citez Lacan. Absolument, parce que ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de sacré, c'est une seule chose. Après, on peut inventer 1000 autres choses de sacré, en fonction de chaque société. Mais c'est la vie humaine. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de plus vrai, de plus sacré que la vie ? Après, à partir de là, vous faites ce que vous voulez. Mais à partir du moment où vous respectez la vie humaine, l'intégrité de l'individu, ne pas lui porter préjudice, ne pas le tuer, ne pas l'assassiner. Je suis horrifié chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tombe sous une arme lâche. Je suis atteint au plus profond de mon être chaque fois qu'on touche un homme, quelle que soit sa nationalité, sa religion. Ce sont tous des hommes qui me ressemblent, ce sont tous mes frères, ce sont tous ma famille. Et c'est sur ces mots que nous allons terminer. Et à Bel-Askri, on signale aussi le roman « Si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut ». Absolument, prix du roman Ouest France et ton voyageur en 2011. Oui. Merci à vous et puis bonne route. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de votre journal Culture et Spectacle sur Radio Parole de Vie. Merci de votre fidèle attention et à très vite sur votre radio.